On va donc parler de la lettre du président de la République, qui reprend d'ailleurs les vieilles ficelles de François Mitterrand, la lettre aux Français. Je vous propose de voir le sujet. Vous connaissez sans doute l'essentiel de ce qu'a dit le président de la République, vous l'avez lu. Voyons le sujet de Sarah Varny. C'est dans une longue lettre de 3 pages adressée aux Français qu'Emmanuel Macron est revenu sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Un choix qu'il assume même s'il a pu générer chez les Français de l'inquiétude et de la colère. Le chef de l'État explique avoir opté pour la dissolution dans l'intérêt du pays avant toute autre considération. C'est juste qu'il essaye de se rattraper sur une espèce de coup de poker qu'il a voulu faire. Il s'attendait peut-être à d'autres résultats et là maintenant, il fait ce qu'il peut, on va dire. Face au Rassemblement national et à l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire, le chef de l'État se positionne comme la troisième voie, distancé dans les sondages par ses adversaires. Je mesure le malaise démocratique. Cette fracture entre le peuple et ceux qui dirigent le pays que nous n'avons pas réussi à résorber. Oui, la manière de gouverner doit changer profondément. Il avait 7 ans pour changer ce que les Français ont pu lui reprocher. Donc maintenant, à la veille d'avoir un gouvernement qui ne soit pas de sa majorité, je trouve ça un petit peu facile de faire un mea culpa. Emmanuel Macron répond également à la demande forte de justice sociale. Je vous ai entendu sur l'insécurité, l'impunité, sur les vies rendues impossibles par les délinquants, par les récidivistes, par la violence de certains mineurs dans nos villes et dans nos villages. Il a tellement promis des choses et la politique, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Moi, je peux plus croire. On a trahi 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça suffit. Une lettre qui ne convainc pas les Français. Le président assure que même en cas de défaite du camp présidentiel, il restera en fonction à l'Élysée jusqu'en mai 2027. Ouais, c'est vrai que cette lettre, Élodie Huchard, elle a été écrite ces dernières heures, bien sûr. Et c'est vrai que ce message sur l'insécurité, sur l'impunité, sur les récidivistes, les villes et les villages, tout ce que j'ai envie de dire qu'il écoute les chaînes info, puisque une information souvent qui est donnée quand même, l'insécurité, qui n'est pas qu'un sentiment. Alors que son ministre, M. Dupond-Moretti, disait un sentiment d'insécurité. En fait, tout ça est désolant. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait une lettre d'un candidat à la présidentielle. On se dirait, voilà, il a fait un certain nombre de constats, il va changer les choses. Le problème, c'est que ça fait maintenant 7 ans qu'il est là. Et puis surtout, certes, il fait ce constat, mais il dit qu'il y aura des réponses plus fortes qui vont venir du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un constat, mais il n'y a toujours pas de proposition. Ça veut dire quoi, des réponses plus fortes? C'est comme sur l'excuse de minorité, on nous dit qu'on va retravailler dessus, mais on ne sait pas tellement ce qu'on peut faire. Puis dans le cadre du droit actuel, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça, et le sujet de cette lettre, c'est un peu ça. Il veut gouverner totalement autrement, il veut s'en prendre justement à l'insécurité. Comment? Il faudra peut-être une deuxième lettre pour qu'on la prenne. Le mot immigration n'est toujours pas donné d'ailleurs. Quand il dit insécurité, impunité, vie rendue impossible par les délinquants, il met aucun lien avec l'immigration, comme toujours. Ça reste le point aveugle absolu. Comment? Il n'y a pas un mot, non? Ah non, ils en parlent quand même dans le programme de la majorité présidentielle, ensemble, où on nous ressort cette vieille promesse qui date de 2019 de 100% d'exécution des OQTF. On avait eu le droit à Macron qui expliquait ça en 2019, Marlène Schiappa qui défendait ça sur les plateaux, Olivier Véran qui est allé au Danemark faire l'éloge du modèle danois en matière migratoire. Quels sont les résultats depuis? Tous les records en matière migratoire ont été pulvérisés. Qui a nommé Éric Dupond-Moretti? Georges Fenech. Qui a nommé Éric Dupond-Moretti? Mais vous ne pouviez pas demander à un homme qui a consacré toute sa vie à une forme, je dirais, de justice de très grande bienveillance, à changer tout à coup de logiciel du jour au lendemain. Après Madame Belloubet. Après Madame Belloubet, il s'est opposé à la réforme d'excuse de minorité, il s'est opposé à la corporation immédiate. Mais vous savez tout ce des mineurs, il s'est opposé à tout ce que vient maintenant nous dire, y compris Gabriel Attal, dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais ça s'appelle l'orgueil, en fait. Ça s'appelle l'orgueil. C'est-à-dire que j'ai raison contre tout le monde. Non mais à l'arrivée, ces 3 années, je lui souhaite bonne chance. Non mais ça, vous voyez, parce que ça va être une catastrophe. C'est hélas pour lui d'ailleurs, et hélas surtout pour la France. Crédible. Hélas pour la France. Parce que ça s'appelle l'orgueil. Je dirais pas le mot, mais vous l'avez compris. Non. Oui, Dupond-Moretti, évidemment pas fait pour ça. Je l'impose parce que c'est moi. Je suis Dieu. Exactement. Donc je dissous. Je suis Dieu. C'est moi qui fais les dés. Bon, d'accord. Okay. Oui, mais vous avez quand même noté, je crois, sur Europe 1 tout à l'heure, que l'orgueil. Emmanuel Macron est très intelligent. Vous connaissez la définition de la folie. Vous connaissez, c'est de penser que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets. Or, ça, je vais changer, je vais gouverner autrement, etc. Non, mais ça, faut pas y croire. Ça, faut pas y croire parce que c'est des paroles. En revanche, il faut toujours examiner les faits. Les faits, c'est je dissous. Je suis Dieu.
Oui. Jeune homme Dupond-Moretti, je suis Dieu. Oui. C'est l'exact contraire, par exemple, d'un entraîneur de football. Je voudrais vous contester sur la dissolution, quand même. Je trouve, là-dessus, si vous voulez, on se retrouve dans une situation, c'est vrai, même si c'était des européennes, on savait bien que tout ça était brinque-ballant. Le fait sur le principe, fait de faire appel de nouveaux électeurs et que tout le monde hurle en disant c'est pas bien, après avoir réclamé des référendums en tous sens, il y a quand même un problème, je trouve. Non, ça vous gêne qu'on retourne aux élections? Si vous voulez, il y a un moment... C'est surtout qu'on l'a beaucoup dit. En revanche, je vous propose qu'on écoute Gabriel Attal. Parce que Gabriel Attal, c'est intéressant. Tout à l'heure, alors pour le coup, lui, il dit les choses. Et quand on lui pose la question, est-ce qu'il y a un problème, il parle de la jeune fille qui sort le soir. Il parle de ça. Écoutez. Les Français, ils ont droit à une vie tranquille. Pouvoir rentrer chez soi en sécurité, sortir avec ses enfants en sécurité, sortir dans la rue quand on est une femme sans se sentir menacé. Ça doit être toujours un droit pour les Français. Est-ce que ça l'est aujourd'hui pour tous? La réponse est non. Ce sont des paroles. Je viens ensuite sur les actes. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? La réponse est non. Est-ce qu'on a fait des choses ces dernières années? Oui. On a recruté 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires, 200 brigades de gendarmerie supplémentaires qui, aujourd'hui, sont en train d'être installées sur notre territoire. Est-ce que c'est suffisant? Non. Après cette question du renforcement des moyens de la police et de la gendarmerie, c'est la question de l'impunité et de la réponse pénale, et notamment pour les mineurs délinquants. Moi, j'en ai fait ma priorité. Le président, vous avez eu un échange avec Philippe Guibert, parce qu'il y a un échange il y a 6 mois, où je lui disais, on ne peut plus sortir 100% en tranquillité dans la rue. Et vous me disiez oui. Ben moi, je maintiens non. Et 6 mois plus tard, le Premier ministre, il est exactement sur cette ligne-là. Ouais, ce que je disais, c'est que ça dépendait des quartiers, des endroits, et qu'il y avait de grandes différences entre les endroits où nous habitons, cher ami, mais c'est même pas vrai. Et d'autres. Si, c'est vrai. De moins en moins. Mais c'est même pas vrai. Je veux dire, en face de la Tour Eiffel, un touriste allemand est mort. Oui, mais bien sûr. Ce n'est même pas vrai. Je vous assure, ce que vous dites n'est même pas vrai. Enfin, toutes les statistiques montrent qu'il y a. On a aussi des statistiques qui disent que 25% des jeunes filles se privent de sortie parce qu'elles ont peur de l'insécurité le soir. Mais enfin bon. C'est pas juste dans certains quartiers. En fait, mais tout nous ça. Nous avons la chance. Mais tout Pascal, ça. Et je trouve que plutôt que de dire qu'on a. Mais non, mais vous êtes dans l'aveuglement. Toutes ces phrases-là, je n'en peux plus. Si, dans l'aveuglement, la hausse de la violence est évidente pour toutes les personnes qui ont les yeux ouverts. Je dis simplement qu'il y a des degrés et des différences importantes selon les quartiers. Eh ben non. Qui sont assez. Non, finalement. On s'aperçoit que non. On ne doit pas s'en soucier parce que dans nos Alors, en revanche, écoutons ce que le disait Emmanuel Macron, parce que dans cette lettre. Pourquoi j'ai dit ça? Dans cette lettre, il dit. Je me suis rendu compte de l'insécurité. Mais il y a 8 jours, il expliquait que c'était les chaînes d'infos qui étaient responsables de ça. Oui. Donc écoutez ce qu'il disait. Pourquoi les extrêmes montent partout? Pourquoi on a 50% aux extrêmes? D'abord parce que dès qu'il y a un fait divers, il est monté en épingle partout. J'étais à Oradour il y a 2 jours. Je suis au maire d'Oradour, mais il y a des choses dramatiques qui se passent chez vous. Il y a un gros problème d'immigration, d'insécurité. Le maire d'Oradour me dit non. Mais quand les gens sont tous les jours devant la télé ou les réseaux sociaux et voient cette orange mécanique à tous les bords, ils se disent ça va m'arriver. Il dit, vous vous rendez compte, il dit l'exact contraire dans sa lettre. C'est tragique. Hein. Mais c'est tragique, oui. C'est vraiment un vrai problème. On parle de la sécurité physique des gens. En 8 jours, il dit l'exact contraire. Oui. Autrement dit, c'est les chaînes qui gonflent. Et 8 jours plus tard, il dit je reconnais que j'ai pas vu les problèmes de sécurité. Ça veut dire qu'ils nous proposent des idiots qui oublient en 2 jours ce qu'on a. Attendez, oui. C'est tellement il veut pas voir, ça l'intéresse pas. C'est par orgueil. Il connaît pas les Français, il vit pas comme eux. Vous pouvez prendre tout. C'est contraire à l'idéologie de. Je veux dire, les questions d'insécurité n'entrent pas dans son logiciel. Voilà. Emmanuel Macron est un homme de l'économie et de la finance gauche en général, d'ailleurs. Donc il n'est pas fait pour être président de la République. Pardonnez-moi de dire comme ça, en fait. Intégré. Donc il n'est pas fait pour être président de la République. Oui, enfin, je pense qu'il y a depuis 7 ans, il a réussi quand même à être président de la République. Donc il n'est pas fait pour la attendez, si je veux bien terminer mon propos. Sa grande faute, c'est qu'il n'a jamais traité ce sujet en tant que tel. Je me souviens pas d'une intervention construite du président de la République. Ça, c'était sur la laïcité. Sur l'insécurité, il n'a jamais eu un discours global expliquant son diagnostic et ses solutions. Et donc, il a laissé ça à ses ministres, avec 2 ministres opposés qui s'appelaient Dupond-Moretti et Darmanin. Donc voilà, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il paye un exercice très solitaire du pouvoir.
Orgueil. Et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il dit quelque chose, on lui renvoie « Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 7 ans ?» Orgueil. Les autres, c'est très simple, hein, mais il n'est pas le seul là-dessus. Hein. Les autres sont des cons. Voilà. Je résume à grands traits. Les autres sont des imbéciles, mes ministres sont des nuls, les maires sont des nuls, les préfets sont des nuls, tout le monde est nul, sauf moi. Surtout les Français sont des... C'est assez simple, hein, comme sa psychologie là-dessus. Mais c'est normal, quoi, c'est normal. T'as 39 ans, t'as tout réussi, t'es président de la République, tout ce que t'as touché, tu l'as transformé en or. Il y a un autre péché d'orgueil qui vous a pas échappé, s'il vous plaît. Quand M. Macron vient nous dire, quoi que vous votiez, je resterai président jusqu'en 2027. Je ne démissionne. Mais non, il n'y a pas un chef d'État qui a dit une chose pareille avant lui. C'est la même Gérard de Gaulle qui, lui, est parti. Donc on peut pas s'arc-bouter sur le pouvoir contre le peuple, c'est pas possible. Oui, mais vous pouvez pas faire passer des messages de type je parle pas à mes ministres, je veux pas les voir, je suis qu'avec mes conseillers à l'Élysée. Vous vous rendez compte que les conseillers du président ont été traités de cloportes par un ministre de la République. Enfin, vous vous rendez compte dans l'état dans lequel ce pays est. Ministre de la République depuis 7 ans, qui dit que les principaux conseillers du président de la République, ceux qui travaillent matin, midi et soir avec lui, sont des cloportes. Non mais Pascal, enfin franchement, vous êtes naïf ou quoi? Non mais qu'un ministre dit ça, mais même pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire mais ces gens sont complètement Non mais Pascal, fous. là franchement, excusez-moi, vous lisez la page 2 du Figaro, je pense que des noms d'oiseaux, des invectives, vous en trouvez... Mais pas public, il l'a dit publiquement. Mais que ces gens se détestent tous, on le sait. Voilà. Que les ambitions, nous sommes d'accord, pourquoi pas. Mais qu'un ministre prenne la parole pour dire c'est des cloportes. La fin de règne. C'est des gens avec qui il travaille depuis 7 ans. C'est surtout des gens qui s'émancipent pour la suite. C'est la fin de règne. C'est-à-dire qu'ils veulent, comme Bruno Le Maire s'est déjà émancipé de LR quand le bateau coulait. Et Édouard Philippe, et X et Y, c'est la Elisabeth Lévy. Bon, Monsieur Chenu a pris la parole et a réagi également sur la lettre et le manque de sincérité, dit-il, du président de la République. Mais non, mais enfin, j'y crois pas. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est à la tête de l'État. L'insécurité s'est fortement dégradée. Je parle pas des OQTF. On pourrait en parler de longues heures sur leur très faible taux de réalisation. La lutte contre la drogue. Je me rappelle, Gérald Darmanin devait fermer tous les points de deal. Enfin, je veux dire, le bilan est tellement mauvais que les propres amis d'Emmanuel Macron, et on le voit d'ailleurs, se carapatent tous. Édouard Philippe, dans son couloir, dit du mal d'Emmanuel Macron. Gérald Darmanin a fermé la boutique quasiment en disant ce sera 100 mois après. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, Emmanuel Macron manie le verbe et ne peut pas s'empêcher de manier le verbe, c'est-à-dire d'intervenir dans cette campagne au moment même où ses amis lui ont dit s'il vous plaît, président, stop, arrêtez, je veux que vous parlez, ça donne un poids de plus au Rassemblement national. Alors maintenant, comme il ne peut plus parler, il écrit, mais sincèrement, tout ça manque tellement de sincérité. Bon, c'est vrai que pour le moins, on peut imaginer que la sincérité ne soit pas présente dans ce qu'il dit, mais pourquoi cette lettre? Pas que ce soit une question de sincérité. Moi, je pense que Emmanuel Macron, il est ni plus ni moins sincère que les autres dirigeants politiques qui ont tous leur part de calcul et de cynisme. Je pense pas qu'il en ait le monopole. Le problème, encore une fois, c'est il propose de revenir devant le peuple. Qu'est-ce qu'il a de nouveau et de crédible à proposer? C'est ça son grand problème. Et il est double. Il est sur le fond, sur les politiques monnaie, et il est sur la coalition parlementaire ou gouvernementale qu'il propose. Et donc sa grande difficulté dans cette campagne, c'est d'avoir quelque chose de nouveau à dire qui ne renvoie pas la question que tout le monde pose. Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 7 ans? Voilà. Et donc c'est ça sa grande difficulté. C'est pas une question de nouveau. Il redit la même chose. Je vais changer. Je trouve que je vais gouverner autrement. Moi ou le chaos, c'est toujours la même chose. Moi ou les extrêmes. Mais ça traduit quand même. Tort en même temps. Il n'a pas entièrement tort. Pardon, mais ça traduit aussi au-delà d'Emmanuel Macron. Il y a dans une partie des élites. Cette certitude dont Pascal parlait, qu'ils connaissent le bien, qu'ils connaissent, qu'ils savent ce qui est bon pour les gens. Ah ben justement. Et j'ai la tribune de Pierre Arditi là-dessus, parce que je l'ai lu avec intérêt. D'abord parce qu'on a tous de l'affection pour Pierre Arditi. Sauf quand il donne des leçons. Il en donne depuis 25 ans. Donc, voilà. Mais ils ont, c'est vrai, ce côté, mais tu peux avoir de l'affection pour lui quand même. On passe tous notre vie à donner des leçons. Hein. Non, je partage pas cet avis. Mais ce qui me frappe toujours, et c'est vraiment l'aveuglement des gens de gauche reste pour moi quelque chose, un mystère mystérieux. Je trouve que les
personnalités de droite sont infiniment plus réalistes, toujours, et plus lucides. C'est surprenant. Comment ? Non, mais c'est vrai, je ne peux pas vous dire autre chose, je le mesure. Par exemple, il dit cette chose, le nouveau Front populaire s'est formé avec des cœurs sincères remplis d'espérance. Mais vous voyez, même vous riez, tout le monde rit. Mais vous voyez les faits. Alors, vous voyez, c'est immédiatement. Moi, je pour annoncer qu'il ne vote pas pour le Front populaire. Mais je suis bien d'accord avec vous. Donc il commence par dire qu'ils ne sont pas tous mauvais. Mais non, il ne dit pas ça, pardonnez-moi. Il dit le nouveau Front populaire réformé avec des cœurs 5 cœurs, c'est tous. C'est ça votre aveuglement. Il ne dit pas ce que vous venez de dire. Il ne traduit pas comme vous venez de le dire. Il ne dit pas qu'ils ne sont pas tous mauvais, il dit ils sont tous bons. Bon, mais vous leur reprochez de prendre position en disant que pour la première fois de sa vie, il ne va pas voter à gauche. C'est ça. Il est incapable de dire. Il est incapable de dire la réalité. La France insoumise est comme si les députés que j'ai vus sont comme ça. Ça le déchire les gens de gauche. Pour la première fois, il ne va pas voter. Allez, mais bon, de toute façon on peut pas être d'accord. Donc on peut pas être d'accord parce que vous pouvez quand même discuter, même si vous pouvez pas être d'accord. C'est-à-dire que c'est même un peu le principe. Mais il y a incapacité à expliquer que la gauche est mauvaise pour les gens de gauche. Alors que tous les gens de droite peuvent considérer que la droite est mauvaise. C'est la définition d'une religion. C'est une religion, la gauche. Une dissonance cognitive. Voilà. C'est l'Église. C'est l'Église, c'est ça que je veux vous dire. Excusez-moi. Dans les fidèles, sinon ça va pas. Excusez-moi. C'est la première fois. Et qu'en plus, la première fois qu'on est nombreux à expliquer que pour la première fois, souvent de notre vie électorale, on ne va pas voter à gauche. C'est vrai. Donc vous êtes en train de reprocher mais je reproche à Pierre Arditi ou indirectement à moi de ne pas être capable de dire que la gauche fait n'importe quoi au moment précis où, pour la première fois de notre vie électorale, nous n'allons pas voter à gauche. Pas si nombreux que ça, Philippe. Il y a très peu de personnalités de gauche au niveau national qui se sont désolidarisées. Lionel Jospin. Hormis Le Drian, Cazeneuve. Vous l'écoutez Lionel Jospin tout de suite. Lionel Jospin, il vote François Front populaire. Mais enfin, vous rêvez en disant ça. Vous êtes trois dans Paris. Mais pas en fait, vous trompez complètement. Vous vous trompez complètement. Jospin vote pour le petit théâtre antifasciste tel qu'il le dépeignait. Et en plus, il distribue des bordeaux de qui ne va pas voter pour le Front Qui à gauche ne va pas voter pour le Front populaire? Mais vous faites une réunion. Jérôme Gage. Non mais qui Vous faites une réunion avec des amis, avec des gens que vous connaissez, qui votent à gauche depuis 30 ans ou 40 ans. Vous en avez la moitié qui ne vont pas le faire. Pas la moitié. Voilà, c'est tout. Philippe, franchement, vous n'êtes pas douté. Là, Philippe, vous n'êtes pas. Je suis pas quoi. Je vous dis ce que je vis. Mais c'est pas ce que disent les sondages. Le Front populaire sera à 27. Ils sont plus. Enfin, vous rendez compte de quoi vous parlez? La gauche à 27%. Vous passez votre temps à avoir peur d'une gauche qui est à 27%. Êtes-vous sûr que vos amis sont de gauche? Oui, moi je me demande. C'est parce que vous connaissez. Vous connaissez. Bon, alors, non mais c'est intéressant. Et alors là, en revanche, vous avez raison, c'est que je salue Pierre Arditi, je le salue, je vais pas le saluer d'ailleurs, mais effectivement, il prend, depuis l'annonce de la dissolution, nous avons l'impression de vivre un cauchemar en ralenti, celui d'une France blessée et divisée en route vers son suicide, celui d'une classe politique indécente, inconséquente, avide de sauver ses intérêts, l'anatomie d'une chute vers le chaos, un moment de bascule historique, celui de la fin d'une ère de démocratie et de liberté. C'est-à-dire que pour lui, le Rassemblement national, c'est la fin de la démocratie ? On a croit quoi contre le Front National. Mais oui, avec de vrais arguments. Oui, mais avec on a le droit de penser que la façon dont il va gouverner, les mesures qu'il va prendre. Mais vous n'en savez rien par définition, puisqu'il n'a jamais été. Ils n'ont pas de programme. C'est vrai qu'ils n'ont pas de programme. Alors justement, vous devriez être content. Sinon, non pas. Donc, un moment de bascule historique, celui de la fin d'une ère de la démocratie et de liberté, comme nous l'avons lu jadis dans les livres, comme nous l'avaient raconté nos parents ou nos grands-parents. Vous pensez donc qu'ils pensent, plus exactement, que l'arrivée de Jordan Bardella, c'est les nazis. C'est ça qu'ils pensent. On est d'accord puisqu'il le dit. C'est l'étalage de vertu qui remplace la politique. On est d'accord. Bon, comme si nous vivions comme au siècle dernier le délitement inexorable de nos fondamentaux. Donc, je vais vous dire, il en rajoute, comme il annonce qu'il ne va pas voter à gauche, il en rajoute sur le RN. Exactement. Non, mais quand même. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, il n'a aucun courage. Et aucune lucidité, parce qu'en privé, il dirait sans doute d'autres choses. Et c'est ça que je reproche aux gens de gauche. C'est qu'ils disent autre chose. Pas tous, mais en privé, ils disent... Vous n'en connaissez pas assez. Ah moi j'en connais quelques-uns qui disent oui, mais je peux pas parce que ceci, j'ai peur, bidule, etc. Mais non, Pascal, vous avez parlé de religion. C'est de la posture. Vous avez parlé de cette situation est l'addition que nous payons aujourd'hui de décennies de colère populaire et de la détestation souvent injuste de la classe politique. Le choix du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, certes constitutionnelle, est à mon sens une erreur. Bon.
Écoutez. Non, mais vous avez parlé de religion. Vous Elisabeth voyez bien que dans ces imprécations, ces incantations antifascistes qu'on a tous les jours, lisez Libération, c'est un poème. Écoutez le service public, c'est de la propagande antifasciste. Toutes les. Mais AG continue. À France Inter, France Culture, ça c'est intéressant. Mais je vous assure, ça vaut le coup. Donc, il va nous arriver des choses affreuses. Le soleil va certainement s'arrêter de se lever. On va supprimer l'IVG. On va renvoyer les femmes à la maison. Mais, je veux dire, c'est de la religion. Et il y a beaucoup de gens qui veulent être dans l'Église. Ils ne veulent pas qu'on les exclue de l'Église. Enfin, c'est un homme intelligent. Pierre Arditi, je répète cette phrase, un moment de bascule historique, celui de la fin d'une ère de démocratie et de liberté. Vous vous rendez compte la puissance de cette phrase? Il pense quoi? Il pense que c'est... Il va y avoir un régime autoritaire. Il pense que c'est Adolf Hitler qui arrive au pouvoir? Il faudrait l'interdire. Je vais vous dire. Je pense pas qu'il pense ça. Mais pourquoi il l'écrit alors? Fin de la démocratie. Pour la raison que je viens de vous dire, c'est que comme il annonce dans le même temps... Ah bon, alors il a tellement honte de ne pas voter à gauche qu'il est obligé de dire que les autres c'est Hitler. C'est pas une question de honte, il se justifie. Bah si, c'est honte. On parle depuis assez longtemps de la déconnexion de la gauche, la déconnexion d'Emmanuel Macron lui-même. Thomas Hill. Excusez-moi, Joachim, le floc. Il était parti dans une... Ben oui, non mais c'était intéressant. Bon, monsieur, j'espère que vous avez parlé de Gilbert Montagnier, parce qu'on l'aura tout à l'heure dans notre émission, il est tombé. Mais oui, j'ai vu qu'il avait eu un